aujourd'hui, nous allons présenter, même si nous le faisons un petit peu à chaque fois, quand même représenter Avenir de manière rapide et le positionnement de Cofolio. Nous allons vous parler du lancement de la plateforme hébergée ePortfolio pour l'enseignement supérieur, les objectifs fonctionnels de la première version. Nous allons vous faire quelques démonstrations de Cofolio, puisque les fonctionnalités ont évolué et les développements aussi. Et puis nous commencerons à vous apporter quelques éléments sur comment un établissement pourra devenir utilisateur et ou partenaire de la solution Cofolio. Et puis nous vous présenterons les premiers outils de communication, des nouveaux outils de communication qui vous permettront de suivre un peu plus en détail l'actualité et l'avancement de Cofolio. Comme je le disais, ce webinaire sera enregistré. Il sera diffusé sur nos sites web et nos chaînes vidéo. Alors, les acteurs de cet épisode, voilà le casting, quelque sorte. Bon, Éric Giraudin, je suis directeur du volet ESR, je suis responsable scientifique et technique pour l'Université Savoie-Mont-Blanc. Pour aller vite, je vous présente un peu tout le monde. Julien Grimonval, c'est le coordinateur technique, notamment pour les développements du volet ESR du programme Avenir. Aurélie Dupré, elle est coordinatrice pour la pédagogie et la recherche au sein du volet ESR. Elle est responsable scientifique et technique pour l'Université de Lille. Adrien Prugnot, c'est notre coordinateur fonctionnel, portfolio au sein du volet ESR Avenir. J'ai oublié de dire, pardon, que Aurélie est à l'Université de Lille. Julien Grimonval et Adrien Prugnot représentent le partenaire ESUP, mais ils sont au GIP Ressia, qui est membre des SUP, et moi-même, je suis à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et Odile Bettencourt, notre chargée de communication, est aussi à l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est ma voisine de bureau. Vous la verrez également tout à l'heure. Voilà les acteurs de ce casting, épisode 2. Donc Avenir, c'est un programme jusqu'en 2031 qui vise à améliorer l'orientation du scolaire au supérieur jusqu'au monde du travail, mieux ancrer la prise de conscience et le développement des compétences des apprenants du SCO, du supérieur, et qui vise aussi à faciliter la réussite des projets de vie de tous les apprenants. Donc c'est un programme d'ampleur qui est piloté en interministériel, une coordination globale par l'ONICEP et 2 volets. Le volet orientation avec ses partenaires que vous voyez en dessous, le volet qui a évolué, le nôtre, un volet approche par compétences, mais aussi projet de vie qui prend de l'ampleur dans ce volet, avec, en ce qui nous concerne, surtout la démarche et un dispositif e-portfolio, Cofolio, pour l'APC projet de vie. Le projet de vie permet de faire le lien entre le volet orientation de l'enseignement scolaire et notre volet à nous, enseignement supérieur. 3 grandes actions spécifiques. L'action finale, la principale cible, c'est de co-développer un e-portfolio pour l'APC, le projet de vie. Mais pour préparer les équipes à être en capacité de comprendre l'intérêt d'un e-portfolio pour l'APC, le projet de vie, et d'être à même de l'utiliser, nous avons des actions que nous appelons intermédiaires. Donc la première, c'est le soutien à l'accompagnement pédagogique pour le déploiement de l'approche par compétences, pour la construction du projet de vie, de l'apprenant, et pour la démarche portfolio réflexive globale. Petit focus rapide, dans cette sous-action, nous avons livré par exemple un répertoire de repères pour l'approche par compétences. Nous avons mis en place une communauté de terrain d'avenir, tout d'abord dans le consortium sur l'APC, projet de vie, portfolio, et puis qui s'ouvre petit à petit hors consortium. Donc l'objectif de cette communauté, c'est vraiment d'arriver à expérimenter les portfolios. Il y a eu KPC dans un premier temps et Karuta. Et puis maintenant, notre outil cible, vraiment, c'est Cofolio. Et puis, notre deuxième action intermédiaire, c'est d'aider les équipes pédagogiques à collaborer pour modéliser leur formation d'approche par compétences. Petit focus sur cette action, nous avons contribué à la solution eSupora en finançant la première version.
qui est développé par l'Université de Caen et par son NCU Réussite Plurielle. Donc l'objectif de cette version, cet outil, c'est d'aider à la modélisation de manière collaborative par les enseignants de formation en APC, permettre l'export dans les scolarités. Voilà, donc ça, ce sont deux actions qui contribuent en amont à aider les établissements à être à même de s'approprier le mieux possible ce futur e-portfolio Cofolio. Donc, ce e-portfolio Cofolio, c'est vraiment un e-portfolio réflexif. Il est matérialisé en deux onglets. Donc, c'est deux objectifs matérialisés en deux onglets. Le premier objectif, c'est soutenir la réussite étudiante académique. Donc, c'est la partie approche par compétences, matérialisée sous l'onglet Réussir ma formation. Voilà, avec un suivi de la progression de l'apprenant dans ses apprentissages, dans le développement de ses compétences et faciliter les évaluations des compétences visées par la formation. Ça, c'est l'onglet Réussir ma formation de Cofolio. Et puis le deuxième onglet, qui est sur, on va dire, le soutien aux réussites étudiantes pluriel avec un S, à travers la construction du projet de vie. L'onglet, là, c'est construire mon projet de vie, faciliter que le travail des apprenants sur la construction de leur parcours de formation et plus globalement de vie professionnelle, citoyen, personnel, faciliter la valorisation de ce parcours et de l'ensemble de leurs compétences, qu'elles soient curriculaires visées par les formations et extracurriculaires, toutes les autres compétences qui sont complémentaires. Ce que nous proposons, c'est les deux onglets peuvent s'utiliser de manière indépendante, mais il y a aussi possibilité d'avoir une synergie entre ces deux objectifs et ces deux onglets. C'est ce que, en tout cas, nous souhaitons au sein du programme à venir. Alors, Cofolio, petit rappel rapide, Cofolio, c'est pas un outil qui est imposé, c'est un outil qui est proposé. C'est quand même un projet, c'est un projet dans le projet. Dans l'avenir, le e-portfolio, c'est un e-portfolio public qui est d'une ampleur quand même inédite, puisqu'on vise quand même à terme 600 000 à 3 millions de comptes étudiants. C'est développé par les portail et c'est intégré nativement dans l'écosystème ESR. Donc c'est quand même assez inédit en France, un portfolio de cette taille-là, qui soit en plus open source, souverain et respectueux des politiques numériques de l'État. C'est un outil évidemment financé par l'État via France 2030, un projet quand même un peu particulier, puisque c'est un projet de gré à gré, voilà, avec une collaboration qui a été souhaitée par l'État entre l'UNICEF d'une part et l'Université Savoie-Mont-Blanc avec tout le consortium embarqué côté volet ESR. C'est pas issu d'un appel à projet, c'est du gré à gré. Et puis enfin, c'est vraiment une solution e-portfolio, donc Cofolio au sein d'Avenir, qui est portée par l'ESR pour l'ESR. Pas que pour l'ESR, tout le monde pourra s'en servir, mais voilà, en tout cas, c'était quand même focus sur l'ESR, ce qui garantit voilà, que les acteurs de l'ESR ont la main sur ce que l'outil deviendra. Et ça permet de s'assurer qu'il leur est vraiment utile et en réponse à leurs besoins. Donc, au sein de l'ESR, il y a une logique d'intégration également numérique, évidemment. Donc, j'en parlais, et Supora permet de construire de manière collaborative des offres de formation qui pourront bien alimenter Pégase. Et derrière, Cofolio, notre portfolio, sera en lien avec le SI Scolarité Pégase, mais pas que. Il pourra être en lien avec d'autres SI d'établissements qui ne seraient pas encore dans Pégase ou qui ont d'autres systèmes. Donc, Cofolio va proposer des API ouvertes pour que les établissements, par exemple les IUT, s'ils veulent utiliser Scodoc, par exemple, mais il y a d'autres systèmes, voilà, pour qu'ils puissent alimenter Cofolio. Au-delà du SI Scolarité, dans cette intégration au sein de l'ESR, il y a l'idée, même si on priorise le travail de connexion, de faire des connexions avec Moodle, bien évidemment. Et puis avec, j'en parle pas aujourd'hui, puisqu'il faut d'abord qu'on aille plus loin, mais également de prévoir des interopérabilités, échanges avec d'autres services
issus de solutions numériques publiques et aussi de EdTech avec qui on échange beaucoup. Voilà le schéma simplifié de l'écosystème ESR dans lequel s'intègre Cofolio. Donc, je vais laisser la main, s'il est là, à Julien. Oui, je suis là. C'est bon. Donc, je te donne le contrôle a priori. Vas-y. Voilà, Si ça merci. marche. Merci à tous. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Oui, on t'entend très bien. Oui, bon, très bien. Donc, merci Eric. Je vais vous parler un petit peu du lancement de la plateforme hébergée pour Cofolio, en vous expliquant un petit peu le pourquoi d'une offre hébergée en offre SaaS, en vous expliquant aussi qui va gérer l'hébergement. Et je vais vous parler un petit peu des différentes phases de déploiement de la solution. Donc, simplement, c'est que nous préférons une offre hébergée en centralisé et partagée pour tous les établissements, principalement à cause de la technicité de la solution et du fait que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des ressources dans les établissements et surtout que pour le coup, on est dans une pluralité d'outils techniques, de services techniques. Donc ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des compétences qui soient techniquement au point sur un périmètre de compétences assez élargi. Donc pour nous, ça paraissait vraiment important d'offrir un service qui permet d'alléger la charge technique qui pèse sur les établissements. Voilà. Donc ça, c'est le point qui nous paraissait important et ça permet aussi derrière à l'apprenant de conserver un portfolio unique, quel que soit l'établissement dans lequel il fait son parcours, qu'il soit en mobilité ou double diplôme ou en césure et avec des périodes justement de pause et ou en mobilité et avec une reprise d'études par la suite. Voilà. Donc derrière aussi, ça permet d'avoir un seul outil interconnecté avec différents outils de projets partenaires, dont celui de l'ONICEP, mais pas que. J'en dis pas plus parce qu'après ça dépend des suites avec les autres partenaires dans le futur, mais ça permet de faciliter l'interconnexion avec des services partenaires. Donc quand je parle de l'ONICEP, c'est principalement pour la suite du portfolio du SCO avec celui de l'ESR. Voilà. Donc derrière aussi, c'est que cette approche SaaS garantit une montée en charge homogène avec tous les établissements. Des mises à jour simultanées pour tous, donc un même périmètre fonctionnel pour tous. Et ça permet tout ça, en fait, de libérer les équipes en local pour se concentrer sur les usages plutôt que sur de la gestion de services. Voilà. Donc, pour nous, ça paraissait important de formaliser cette offre SaaS qui permet aux établissements de vraiment se focaliser sur quelque chose qui a de la plus-value, c'est l'accompagnement de ses utilisateurs. Ce qui derrière, en général, permet tout de même de favoriser l'usage des services. On ne livre pas un service où l'utilisateur se débrouillera derrière tout seul, quoi. Donc la plus-value est vraiment sur cette partie-là. Alors. Elle est trop loin. Oui. Voilà, merci. Donc au niveau de l'hébergement, il est prévu. Il n'est pas prévu, c'est que nous allons faire opérer l'hébergement par le GIP Fun. Normalement, vous connaissez tous France Université Numérique. Donc, le GIP Fun sera uniquement hébergeur. Il ne sera pas fournisseur de services. On est dans le cas où on bénéficie des infrastructures de l'hébergement de Fun. Et en gros, ça permet d'avoir un service mutualisé et dont la maîtrise des coûts est connue. Et surtout, on mutualise, donc on fait des gains d'échelle par rapport à l'infrastructure.
Voilà. Donc, il est prévu que ce soit mis en production dès la première version de Cofolio qui sera livrée à l'automne. Avec derrière un premier périmètre fonctionnel qui sera indiqué un peu plus tard dans la présentation. Donc, derrière, je ne rappelle pas forcément l'intégralité du réseau Fun, mais nous avons là un opérateur qui est assez connu et qui fédère quand même tout un écosystème et où on a le ministère qui intervient aussi et qui suit les activités de Fun en soi. Derrière Fun, il y a aussi un hébergeur. Concrètement, c'est l'UNIF, donc l'Université numérique d'Île-de-France, qui a à l'heure actuelle un seul data center, mais qui regarde justement pour en déployer plusieurs afin d'avoir une redondance. Mais ce data center est surtout labellisé enseignement supérieur et recherche. Donc derrière, ça nous assure quand même une souveraineté de A jusqu'à Z au niveau de la solution. Donc, et surtout derrière du respect des droits français et du RGPD. Donc on n'a aucune dépendance à des acteurs tiers et hors Europe au final. Donc effectivement, la gouvernance est surtout publique dans ce cas, et on n'a pas on va dire, d'éléments externes qui viendraient nous influencer la maîtrise des coûts de l'hébergement et de la solution. Voilà. Donc, derrière, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est développé par un consortium d'établissements au final. Okay. Donc, il est prévu un déploiement progressif. Donc là, nous avons un calendrier du déploiement, donc qui va commencer dès la rentrée de cette année, en octobre, avec pour premier périmètre de déploiement centré sur le projet de vie pour les réussites étudiantes. Donc, c'est le périmètre que l'on va commencer à déployer pour les établissements pilotes, donc avec quelques premières formations, et on montera en charge au fil de l'année, et ainsi en même temps que le développement des fonctionnalités qui est prévu en charge sur l'année à venir. À l'issue de cela, on pourra, à la rentrée de 2027, on a prévu de déployer une deuxième phase, une deuxième version pilote, avec les débuts de l'APC, où on permettra l'accès à nos terrains d'avenir en APC. Et avec ces partenaires, on fera évoluer la solution également, fonctionnellement, afin de permettre à la rentrée 2028 un déploiement et une ouverture généralisée à tous les établissements. Sachant que sur cette première année de lancement, on sera encore uniquement sur des périmètres de formation pilote, donc en effectif restreint, afin de commencer à éprouver la solution et surtout pour stabiliser, on va dire, les environnements et tester ce qui aura été formalisé et vu pour les lancements des établissements, et surtout pour faciliter derrière le lancement des services et surtout d'intégration des établissements dans la plateforme. Donc là, pour cette partie-là, dès lors qu'on commencera à intégrer des établissements, on aura besoin d'automatiser les chaînes d'alimentation du service. Donc c'est pour ça qu'on a une première année où on commence à tester, à mettre en œuvre les choses, avec une deuxième année où on commence à faire du déploiement avec des pilotes, des partenaires, des terrains d'avenir, et on finit en généralisation à partir de la rentrée 2028. Donc avec une rentrée 2028 annonçant des fonctionnalités aussi bien sur le projet de vie qu'en APC pour tous les établissements qui souhaiteront rejoindre le projet. Sachant que derrière, on a quand même prévu aussi la continuité entre le projet de portfolio et le nôtre, et avec des interactions
qui devrait être possible à partir de 2028 avec la solution de Pégase, la solution Pégase de PCSCOM. Donc, à l'issue de ça, on devra de toute façon, on aura étudié au préalable le modèle économique, mais c'est à ce moment-là qu'on mettra la version finale en place de ce modèle économique et qui sera défini en fait en fonction de nos entrants, c'est-à-dire les coûts réels d'hébergement et de continuité de maintenance en conditions opérationnelles de la solution, avec un copil d'établissements qui décideront des démarches à suivre pour la suite du projet. Donc, et à partir de 2029, donc c'est par rentrée en fait, nous aurons les nouvelles versions cibles de la solution avec l'intégration des demandes du copil national pour Cofolio. Donc avec, on l'espère, tout ce qui sera vu correctement, cadré, tout ça, avec derrière un hébergement, enfin avec le modèle économique qui permet de financer l'hébergement comme les évolutions fonctionnelles de la solution. Et après, éventuellement, en fonction de ce qui sera possible, parce que 2029, c'est pas demain quand même. On sait tous que des politiques peuvent changer les évolutions des solutions, mais on prévoit quand même de nous interfacer ou de nous connecter avec des services comme l'Europass ou le passeport de compétences et d'autres solutions publiques ou issues des EdTech. Voilà, donc je passe la main à mon collègue Adrien. Oui, merci Julien. Bonjour à tous. Donc on vient de voir les différentes versions pilotes avec Julien et nous allons maintenant nous intéresser plus précisément aux objectifs fonctionnels de cette première version de Cofolio, donc afin de donner une vision concrète des usages qu'elle va permettre. Je veux bien que tu passes la diapo, s'il te plaît. Je croyais que tu avais la main. Vas-y, Adrien. Super, merci. Donc, cette première version pilote s'organise autour de 3 objectifs principaux. Le premier consiste à accompagner l'apprenant dans la construction de son projet de vie. Donc, il s'agit de lui permettre d'initier, de structurer et de faire évoluer son projet, avec bien sûr l'appui des équipes pédagogiques, à partir d'activités proposées par l'établissement ou directement intégrées dans la plateforme, notamment sur la base d'activités conçues et proposées aux établissements par les équipes de Cofolio. Le deuxième objectif, lui, va viser à favoriser l'appropriation de la démarche portfolio. Donc l'apprenant peut ainsi collecter et centraliser ses productions issues de ses formations et de ses expériences, qu'elles soient curriculaires ou extracurriculaires, tout en développant une véritable réflexivité sur ses compétences, sur son parcours et ses choix d'orientation. Et enfin, le troisième objectif est de faciliter la valorisation du parcours de l'apprenant. Donc, les éléments construits dans l'e-portfolio peuvent être exportés pour produire plus facilement des supports de valorisation, comme des CV, une lettre de motivation ou un profil LinkedIn, pour ne citer que. Donc, à travers ces 3 axes, Cofolio se positionne non pas comme un simple espace de stockage, mais comme un véritable outil d'accompagnement et de valorisation du parcours de l'apprenant. Merci, Adrien. Donc maintenant, on va passer à des petites démonstrations. Voilà, c'est toujours un grand moment parce qu'on se demande toujours si notre prototype va tenir la charge. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer le prototype dans un premier temps sous Figma pour vous montrer l'architecture globale, l'arborescence. Ensuite, Aurélie vous fera une démonstration de la partie APC, même si elle sort qu'après, mais de la partie APC à partir d'une formation. Cette fois, ce sera un BUT qui a été modélisé dans le futur portfolio Cofolio. Donc, je vais changer de partage si je trouve le bon bouton. J'arrête le partage. Je partage une autre fenêtre. Voilà, ça va être celle-là. Donc là, je vais vous montrer surtout l'arborescence globale. Après, on entrera dans... Si tout le monde voit, c'est ça, hein, vous voyez, voilà, c'est bon. Donc ce portfolio, vous voyez, centralise la partie réussir ma formation, comme on le disait, construire mon projet de vie, et puis des outils
qui sont transversaux, qui sont utiles aux 2 autres onglets. Donc tout de suite, on voit que l'étudiant, là, il peut personnaliser différents éléments de sa page d'accueil, son profil, il a accès à des widgets. Donc c'est des mises en avant de certaines parties et certains contenus de son portfolio pour gagner du temps. Il voit ici les compétences de sa formation, les rendus, les dernières traces. Voilà. Côté communication, donc il aura accès à une messagerie, à des notifications pour être averti voilà, des choses qui se passent dans son portfolio. Il pourra aussi accéder à son agenda, son profil par ici. En ce qui concerne les rubriques qui vont vous être présentées par Aurélie et par moi ensuite, Réussir ma formation, ça comprend une rubrique sur vraiment les compétences, de manière globale visées par la formation, les activités de mise en situation qui permettent de développer ces compétences. Construire mon projet de vie, il y aura toutes les compétences, celles de la formation, puis d'autres compétences que l'étudiant pourra ajouter, déclarer lui-même. Un travail sur le bilan de parcours d'expérience et de formation, une partie vraiment sur la construction du projet, en partant des éléments de connaissance de soi, à l'exploration de futurs possibles, jusqu'à la construction de trajectoires, et puis des activités spécifiques au projet de vie et aux réussites étudiantes, de manière plus globale, qui sont poussées vers l'étudiant par des enseignants ou des personnels qui proviennent de services, par exemple, d'orientation et autres, qui amènent l'étudiant à travailler son projet de vie. Mes outils, ici, là, il y a des traces dont Adrien, par exemple, parlait juste avant. C'est un outil qui permet de centraliser toutes les productions de l'étudiant qu'il va pouvoir utiliser dans les différents onglets du portfolio. Les pages libres, ça viendra par la suite, c'est offrir un espace, on va dire, un petit peu de liberté plus créative à l'étudiant que ce que permettent les traces. Et puis mes CV, c'est pas vraiment des CV, c'est des kits prêts à l'emploi pour CV, comme le disait Adrien, CV, profil LinkedIn et portfolio de présentation, entre autres. Voilà, ça, c'est la logique globale de cet outil. Donc, je vais arrêter ce partage et je vais normalement laisser la main à Aurélie. Alors, je vais maintenant vous présenter une modélisation de la partie approche par compétences, donc de la partie APC qui vise à certifier les compétences visées par une formation. Donc, je m'appuie sur un exemple, sur un terrain d'avenir. Alors, les terrains d'avenir sont des terrains d'expérimentation sur lesquels on s'appuie pour développer Cofolio, pour ajuster les fonctionnalités, pour projeter et créer l'ergonomie des environnements. Ça nous permet vraiment d'interagir concrètement avec le terrain et avec des formations réelles et de voir un petit peu comment les choses se projettent dans l'outil Confolio. Est-ce qu'on répond bien aux besoins? Est-ce que les fonctionnalités répondent aux attentes des équipes ou pas? Qu'est-ce qu'il faut ajuster, etc. C'est vraiment pour nous, ces terrains d'avenir, un espace d'échange qui est vraiment intéressant. Donc là, il s'agit du but GE2I de l'UBO, l'Université Brennan-Ouest, qui fait partie du consortium. Donc on a travaillé avec Florent Cassel, qui pilote la formation. Et donc ça a été modélisé à l'université, enfin voilà, par l'Université de Lille, par Marie et Adrien, qui ont pas mal travaillé sur cette modélisation que je vais vous présenter. Donc vous allez voir finalement comment une formation but. Ce que ça donne, comment ça rend dans l'outil Cofolio. Alors, on n'est pas vraiment sur l'outil, on est sur une modélisation, donc un espace virtuel, un environnement virtuel qui permet de projeter des choses, mais voilà, ça permet vraiment de voir et de projeter cette formation dans l'outil. Je vais partager mon écran. Hop, je partage. Voilà. Hop, je bouge la barre parce que ça va me gêner. Voilà, donc vous êtes ici sur la page d'accueil du budget E2I. Vous voyez les 4 compétences qui sont visées par la formation. Donc compétence 1, concevoir la partie GE2I d'un système. Compétence 2, vérifier la partie GE2I d'un système. Compétence 3, assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système. Et puis compétence 4, implanter un système matériel et ou logiciel.
Vous voyez que ces compétences sont en cours, qu'on est sur le niveau 3 ici sur la page d'accueil, vous voyez le nombre de traces, les mises en situation qui sont associées à chacune de ces compétences. Sur la gauche, un étudiant voit son profil et puis il voit ses 3 prochains événements. Par exemple, là, il y a un lab tour, il y a une soutenance en anglais et puis il y a la SA3, la clôture qui approche. Voilà un peu les prochains événements. Et puis, il voit ses CV et ses pages libres. Enfin, c'est l'écran que Eric vous a présenté tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est qu'on peut regarder finalement tout ce qui est formalisé dans l'outil. C'est-à-dire que là, clairement, l'étudiant voit les compétences qui sont listées par sa formation et il voit aussi les attendus. Par exemple, si je clique sur une compétence ici, cette compétence-là, concevoir un système en adoptant une approche sélective dans les choix technologiques. Il voit qu'il est sur le niveau 3. Il voit les différents apprentissages critiques qui sont visés, enfin qui sont attendus dans ce niveau de compétence. Il voit les rendus, les échéances, les évaluations qui sont prévues, les AMS, les enseignements associés et puis les activités de mise en situation qui ont été prévues par l'enseignant. Il voit également les principales traces qu'il a déposées. Donc là, il peut vraiment voir tout ce qui est attendu sur la formation. Il voit aussi les différents niveaux. Voilà, vous voyez ici, c'est sur cette page d'accueil, la compétence, les attendus avec les critères d'évaluation associés. Donc, il voit les critères d'évaluation, les familles de situations à accorder et puis la progression dans le niveau. Donc, cette vue-là, elle donne vraiment la vue d'ensemble de la compétence. Niveau 1, niveau 2, là, il n'y a pas le niveau 3, mais voilà, niveau 2, par exemple. Il voit les principaux apprentissages critiques associés, les activités mises en situation, etc. Pour chaque compétence. Et puis après, il peut creuser sur un niveau et voir en détail précisément ce qui est attendu dans le niveau. Donc là, on voit vraiment, l'étudiant a vraiment une vue de tout ce qui est attendu par sa formation. Alors, l'étudiant peut aussi aller faire ses activités de mise en situation. Et donc, c'est dans cet espace-là qu'il va qu'il va réaliser les activités de mise en situation qui ont été construites par son enseignant. Donc là, vous voyez ici, il voit l'ensemble des mises en situation qui sont proposées, enfin qui sont à faire, qui sont attendu, on va dire, de son enseignant. Donc là, il y a un stage, une AMS sur la surveillance de la culture des algues, une autre AMS et donc une autre AMS sur un antivol, la création d'un antivol pour un casier de pêche. Et puis voilà, donc il voit ici toutes ces AMS. Il peut les retrouver grâce à l'outil, donc il peut rechercher une AMS par compétence, par apprentissage, par statut, par évaluation, par période. Il a ici un moyen finalement de sélectionner les AMS qu'il veut afficher sur cette page. Il peut aussi aller voir son planning. Et donc là, sur la vue planning, il a une vue un peu chronologique sur le semestre des différentes activités de mise en situation qui sont programmées. Et donc, il peut se dire, voilà comment j'organise mon travail. J'ai besoin d'anticiper mes rendus, de voir à quel moment je vais avoir beaucoup de rendus. Donc, ça lui permet vraiment de s'organiser. Et c'est vraiment là un outil d'organisation, cette vue planning qui vient compléter la réalisation de ces AMS. Donc là, on est vraiment dans un espace où voilà, l'étudiant voit ses activités de mise en situation et ce qu'il a à faire. Alors, quand il clique sur une activité de mise en situation, là, il arrive vraiment dans la partie réalisation. Donc, on voit ici, on est sur une AMS surveillance de la culture des algues. Il a son descriptif dans le cadre de la formation. Vous devez aller participer
À cette mise en situation, vous participez au développement d'un système embarqué destiné à la surveillance de bassins de culture d'algues en collaboration avec le laboratoire Lemar, etc., etc., etc. Il voit les éléments associés, donc c'est-à-dire les documents que l'enseignant a déposés en lien avec cette activité de mise en situation, par exemple un TP, préparation à de la visite de laboratoire. Il a ici une vidéo de présentation du laboratoire qui a été déposée. On met en avant la tâche confiée, c'est-à-dire ce que vraiment l'étudiant va devoir faire, puisqu'on est sur vraiment une activité de mise en situation, ça veut dire qu'on est sur une action qu'on va demander à l'étudiant. Donc là, l'étudiant doit proposer une solution de système embarqué destinée à la surveillance des bassins de culture d'algues pour le laboratoire. Il voit les étudiants qui sont dans son groupe. Et puis il voit voilà, les compétences et les situations professionnelles qui sont associées à cette activité de mise en situation. Voilà, donc là, il va du coup réaliser son activité. Il peut la télécharger pour avoir les documents. Voilà, il a les différents éléments, les différents éléments. Donc là, c'est là où il va finalement voir ce qu'il a à faire et du coup commencer son travail. Alors, il peut également euh, visualiser. Je vais revenir sur un autre écran pour vous montrer cet autre écran. Voilà, donc là, je suis dans la partie avec les compétences et les descriptives. Il va pouvoir regarder sa progression, c'est-à-dire se dire, ben voilà, les différents niveaux. Donc, je suis sur cette compétence-là, concevoir la partie géodésie d'un système. Sur cette compétence, il y a 3 niveaux. Donc, le premier niveau, mener une conception partielle intégrant une démarche projet. Deuxième niveau, concevoir un système en fiabilisant les solutions proposées. Et puis, troisième niveau, concevoir un système en adoptant une approche sélective dans les choix technologiques. Il voit les différentes situations d'apprentissage et d'évaluation et les différentes situations d'apprentissage professionnel, donc toutes les activités de mise en situation qu'il a sur cette compétence-là. Et puis, il voit les différentes familles de situations qui sont associées et il peut voir celle qu'il a réussi et celle qu'il n'a pas validée. Ça lui permet vraiment de voir d'organiser un petit peu sa progression et de voir là où il a réussi ou là où il doit encore renforcer euh, ses compétences, sa compétence en tout cas. Alors, ce tableau, il est modulable. Cette vue progression, elle est complètement modulable, et vous voyez il va pouvoir choisir un autre tableau. Il va pouvoir adapter, par exemple, s'il veut les apprentissages, s'il veut pas les familles de situation. Là, s'il veut pas voir ce qu'il a réussi par famille de situation, mais qu'il veut voir par apprentissage essentiel, il peut aussi sélectionner apprentissage essentiel. Là, par défaut, on a mis les familles de situation, mais c'est quelque chose sur lequel il peut intervenir et sur lequel il peut agir. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Donc, la vue planning, on a vu la progression, le parcours de formation. Je vous ai pas montré ça. Hop. Alors, l'arbre de progression, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on a vu la vue par tableau de bord, je vous ai dit, donc tableau de bord qu'on peut moduler. Il peut aussi voir son arbre de progression. Et donc là, du coup, alors il faut le prendre par le bas. C'est une vue qui est en cours en construction, Elle n'est pas encore tout à fait optimale, mais justement, on travaille avec les terrains d'avenir pour améliorer cette vue. Donc là, vous voyez l'arbre de progression. Donc, il faut prendre l'étudiant tel qu'il sort. Donc, je passe un peu le passage sur les prérequis parce qu'on y reviendra. Et c'est pas opérationnel pour l'instant, mais il voit là au fil de sa formation. Et vous voyez les niveaux, les marches qui sont là, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il voit par famille de situation les mises en situation qu'il a à réaliser ou qu'il a déjà réalisées, puisque quand elles sont colorées comme ça, c'est qu'elles sont complétées. Et là, elles sont donc en cours. Donc, il peut voir aussi avec une continuité son parcours de progression. Sur la droite, là, vous avez les enseignements. Alors là, c'est pas non plus encore optimal. On va voir comment mieux les articuler.
mais on ne voulait pas donner l'impression à l'étudiant qu'il lui suffisait de valider ses SAE pour valider son parcours, mais que des enseignements plus théoriques peut-être, en tout cas que des enseignements associés aux situations d'apprentissage et d'évaluation avaient toute leur place et avaient aussi toute leur importance dans le parcours de formation. Donc on voulait les faire figurer quelque part. Pour l'instant, ils sont sur la droite, un petit peu en marge. On va voir comment ça évolue. C'est un sujet sur lequel on travaille avec les terrains d'avenir. Voilà donc pour l'espace de progression. Donc vous voyez hein, vraiment ces espaces, l'espace où on voit les attendus, où on voit ce qui est un petit peu formalisé hein, sur les compétences, où l'étudiant voit un peu bah, les attentes, les apprentissages critiques, etc. L'espace situation d'apprentissage et d'évaluation, activité de mise en situation, donc cet espace d'activité de mise en situation où l'étudiant va y aller pour réaliser, pour compléter, pour faire son activité. Et puis, vous avez un dernier espace qui est l'évaluation finale du niveau de compétence quand, dans la formation, il est demandé de justifier, d'avoir un petit peu une supra-évaluation, hein, parce que les SAE ne suffisent pas toujours à valider un niveau de compétence. Des fois, il y a des démarches portfolio, des démarches réflexives où on va avoir un oral, où on va demander à l'étudiant de faire la preuve de sa compétence. Et donc, eh bien, c'est dans cet espace-là que l'étudiant va pouvoir faire la preuve et démontrer son niveau de compétence. C'est un peu la démarche ultime, hein, c'est un peu la dernière étape hein, de la démarche portfolio. Donc, ben, par exemple ici, hein, si l'étudiant doit montrer le niveau 3, hein, concevoir un système en adoptant une approche sélective dans ses choix technologiques, donc il voit sa compétence, il va choisir les traces qui lui semblent pertinentes pour démontrer sa compétence. Et donc, il va aller chercher dans sa bibliothèque de traces et dans toutes les traces qui vont lui être proposées, celles qu'il veut mettre ici celles qu'il veut mobiliser en fait pour faire la preuve de son niveau de compétence. Il va pouvoir ici faire une analyse réflexive, voilà, expliquer un petit peu, justifier son développement de compétences en s'appuyant sur ses traces, en montrant sa posture, une posture critique, distanciée par rapport peut-être à ce qu'il a fait, montrer comment il aurait pu mieux agir, etc., comment il aurait pu aller plus loin peut-être. C'est là où il va finalement analyser son travail au regard des attendus visés par la formation. Il a aussi ici un espace d'auto-évaluation, hein. Tout ça est paramétrable par l'enseignant, hein. C'est l'enseignant qui décide des espaces qu'il met à disposition ou pas, hein. L'auto-évaluation n'est pas forcément imposée, hein. C'est l'enseignant qui décide. Et donc là, bah, il peut, si l'enseignant l'a souhaité, s'auto-positionner, voire même se mettre une note, hein, s'il le souhaite, ou si c'est possible, ou si c'est demandé par l'enseignant. Et donc là, il se positionne sur cette grille. Ici en 4 niveaux, mais qui peut aussi, tout ça, c'est paramétrable. Voilà un peu l'espace de démonstration d'un niveau de compétence. Voilà, donc 3 espaces hein, trois grandes fonctionnalités. Présenter les attendus d'une formation hein, qui montrent tout le poids du travail collaboratif, puisque c'est à l'échelle de l'équipe pédagogique, hein, c'est pas, une interface qui va être commune à l'ensemble des activités de mise en situation de la formation et à l'ensemble des compétences de la formation. Donc c'est vraiment un affichage d'une vue d'ensemble de la formation dans lequel il peut voir tous ses attendus. Il peut donc aussi sur cette interface aller réaliser ses activités de mise en situation, travailler avec son groupe, échanger avec son enseignant. Je ne vous ai pas montré les espaces d'échange, mais vous avez dû le voir sur les différents écrans quand je cliquais sur, voilà, par exemple, cette activité. Voilà, vous voyez la messagerie qui est là en bas, il peut interagir avec les autres étudiants, il peut solliciter des feedbacks de son enseignant si l'enseignant l'a paramétré. Il y a vraiment tout un espace pour échanger avec ses pairs, ses enseignants, ses formateurs, ses tuteurs. Et puis la partie évaluation hein, qui est vraiment sur la démonstration de la compétence, et qui n'est pas forcément obligatoire, hein, c'est-à-dire qu'on peut considérer que les SAE
au moins dans un premier temps, et s'arrêter au niveau de la SAE, mais on peut aussi aller chercher, attendre de la part de l'étudiant une démonstration de la compétence, une démonstration réflexive, enfin, une approche réflexive sur le développement des compétences. Voilà, donc pour cette partie, donc complémentaire à la partie construire son projet de vie, qui est là aussi, et où là, l'étudiant va avoir des éléments qui seront peut-être plus des éléments de l'ordre de l'engagement étudiant, de l'expérience professionnelle, etc. Mais il peut aussi aller chercher, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, des traces quand il va faire la preuve de ses compétences. Il peut vraiment aller dans les deux espaces. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'outil Cofolio, c'est vraiment que pour faire la preuve de sa compétence, et quand il va dans la partie mes évaluations, alors dans la partie là, il voit ses résultats. Mais si je retourne dans la partie AMS et qu'il va dans ses évaluations, hop, je ne vais pas réussir à y retourner là, et ben, il va pouvoir aller chercher des traces qui viennent aussi bien de sa partie de projet qu'il a fait dans ses enseignements, dans ses cours avec ses enseignants, mais il va aussi pouvoir, pour aller justifier son niveau de développement de compétences, aller chercher des traces dans la partie projet de vie et donc dans la partie plus personnelle de l'étude, de son portfolio. Voilà, vous avez ici une première projection d'un but. Alors peut-être que si j'ai de l'occasion, je vous ferai dans quelques semaines ou quelques mois une présentation d'une autre formation. Et peut-être que ça rendra, ça s'intégrera pas exactement de la même façon. Peut-être que les modalités d'évaluation ne seront pas exactement les mêmes. Peut-être que ça donnera un autre aperçu. Mais en tout cas, vraiment, c'est tout l'intérêt des terrains d'avenir. Je vais arrêter mon partage. C'est vraiment tout l'intérêt des terrains d'avenir que de pouvoir travailler avec les équipes et travailler avec les formations pour projeter des usages, projeter des démarches, parce qu'on ne va pas que dans le comment ça rend dans l'écran, on est vraiment aussi dans les démarches et comment est-ce qu'on fait pour aller sur une démarche réflexive et pour soutenir et outiller cette démarche réflexive. Voilà, je redonne la main. Maintenant, je vais aller sur la partie projet de vie, puisque finalement, la version 1, ça va être plutôt ça. Ça va être le projet de vie, et la partie APC viendra dans la version suivante. Donc, on a le temps d'améliorer les écrans qu'on vous a montrés pour qu'ils soient plus clairs, plus simples d'usage. Donc, sur la partie projet de vie, je vais commencer par vous montrer comment l'étudiant peut déclarer une compétence qu'on va dire complémentaire. Une compétence qui n'est pas forcément visée par sa formation, mais qui est importante pour lui, qu'il a envie de travailler parce qu'il veut la valoriser pour différentes raisons, pour un emploi futur ou pour d'autres raisons. Donc, dans Construire mon projet de vie, c'est la rubrique Toutes mes compétences. Il retrouve celle de sa formation et de l'autre côté, les autres compétences qu'il peut ajouter. Donc, je vais faire une petite pause. Ici, ce que vous ne voyez pas dans cette démo, et ce que Adrien montrera tout à l'heure avec les développements réels, c'est que là, il va pouvoir aller chercher dans des référentiels qui seront disponibles dès la version 1. On va intégrer des référentiels qui sont bien modélisés. Oui, c'est des référentiels nationaux. Il y a le RUM 4.0. Comme il est bien modélisé, on peut aller l'interroger, on peut aller chercher des compétences dedans. Donc, c'est des compétences métiers et des compétences transversales du monde du travail. On a également intégré les deux référentiels de l'ONICEP, compétences du XXIe siècle et celles à s'orienter. Donc, ici, on n'est pas dans des compétences visées par les formations, on n'est pas exactement dans du savoir-agir, on est dans autre chose qui est complémentaire, mais qui peut être utile à l'étudiant. Donc, c'est pour ça qu'on a bien différencié la partie APC et la partie projet de vie, même si elles se complètent. Donc, l'étudiant ajoute ses compétences, il va pouvoir se positionner sur un niveau, mais c'est très générique. C'est quelque chose, cette partie-là est volontairement simple pour l'étudiant. Vous voyez, là, il a ajouté une compétence, c'est assez simple. Ma déclaration de compétences, un bilan réflexif qu'il peut mettre à jour au fil du temps, et puis on voit l'origine du référentiel. Là, vous voyez bien la modélisation de cette compétence. On connaît l'origine en termes d'infos de la compétence, le positionnement de l'étudiant,
Et puis des tags que vous voyez ici, l'étudiant peut ajouter des tags, par exemple, en fonction des intérêts ou des tags en fonction des transitions, les TEDs. Si cette compétence, pour lui, il peut la marquer TEDs, ou alors ajouter un métier qu'il a envie de faire en lien avec cette compétence. C'est vraiment l'étudiant qui gère ces tags afin d'identifier des thématiques autour des compétences et des autres éléments de son portfolio qu'il trouve intéressantes pour lui, afin de les trier par la suite et d'aller, pourquoi pas, les chercher. Voilà, il y a une logique aussi d'association d'éléments à une compétence. Un étudiant va pouvoir, même s'il n'est pas en APC, côté projet de vie, associer des traces qu'il a pu utiliser d'ailleurs en APC, ou d'autres traces qu'il a ajoutées dans sa bibliothèque par ailleurs. Et puis, il va pouvoir associer d'autres éléments de son portfolio à cette compétence pour expliquer comment il l'a travaillé, d'où elle vient cette compétence. Donc là, ici, vous avez des exemples d'activités qui ont été travaillées plutôt projet de vie, mais par la suite, vous pourrez avoir des AMS ou autres, voilà, peu importe. Et des expériences ou des formations. Donc, il y a cette logique d'associer dans Cofolio des éléments à une compétence et à d'autres objets. Donc, je passe pour cette partie-là. L'autre rubrique et ensemble fonctionnel de Cofolio, c'est le travail sur son parcours de formation et d'expérience. À un moment, c'est important que l'étudiant formalise un petit peu tout son parcours jusqu'ici, qu'il y réfléchisse, qu'il prenne un peu de recul. Donc, vous avez sur cette partie-là, ça ne sera pas dans la V1 tout de suite ce que vous voyez là, cette belle mise en page, mais il y a quand même les rubriques qui permettent de travailler, ça viendra un peu plus tard. Mais la rubrique formation expérience va bien arriver dans la V1. Donc l'étudiant peut ajouter des formations ou les importer si c'est des éléments connus du SI de l'établissement ou par la suite de son passeport de compétences du travail, pourquoi pas. Donc il y a cette logique. En tout cas, il peut déclarer, ajouter, compléter des formations, choisir de les valoriser dans son CV par la suite, et puis faire des associations, associer des compétences à cette formation, des traces ou autres. Donc c'est franchement, c'est assez simple, hein, c'est classique dans tout outil où on fait son bilan, c'est pas très compliqué à prendre en main. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, enfin je vais accélérer un petit peu. J'accélère là sur les expériences parce que je vois que le temps défile. Là, on est dans les formations. Hop, j'accélère sur la partie expérience. Alors, vous voyez, il y a 3 onglets dans la partie expérience. Il y a des expériences que l'étudiant va pouvoir ajouter, celles qui pourront être vérifiées en fonction des liens avec le SI, établissement, ou avec le passeport de compétences du travail. Et puis, on a quand même choisi de remettre ici les activités de mise en situation, les SAE, etc., parce que l'étudiant peut avoir envie de valoriser finalement, quand il a peu d'expérience, de valoriser un projet, par exemple, qui a été mené dans une AMS, par exemple en GE2I, quand on a construit un prototype de robot, que ça a été un beau projet, on peut chercher à le faire valoir comme une expérience par la suite, surtout quand on n'en a pas d'autres forcément à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a trois onglets ici. Mais sinon, c'est un peu la même logique que pour les formations. On ajoute une expérience. Alors, j'attends que le curseur soit au bon endroit. Ça peut être une expérience professionnelle, une expérience personnelle. C'est très large. Et puis, c'est un peu toujours la même logique. On a des champs à compléter, une petite description quand même. On précise l'expérience et puis on peut associer des éléments à l'expérience, par exemple des compétences, des traces. Il y a cette logique d'association qui se retrouve de partout. J'avance. Alors, dans construire mon projet de vie, à un moment, quand on a travaillé l'ensemble de ses compétences, quand on a travaillé son recul sur son parcours de formation jusqu'ici, à un moment, il est temps, si on ne l'a pas fait avant, d'initialiser, on va dire, son projet de vie. Ça commence également par réfléchir à des éléments de connaissance de soi,
dans la rubrique me connaître. Un moment d'être capable d'aller rechercher des futurs, d'explorer tout ce que j'ai envie de faire sans me mettre de barrière, c'est vraiment voilà. Et puis ensuite de se construire des chemins pour des parcours de formation et de vie pour avancer. Donc ce que vous voyez là, cette carte mentale-là, on a commencé à la développer. Adrien le montrera peut-être après dans les développements réels, mais on ne va pas pouvoir la mettre à disposition tout de suite dans la V1 parce qu'il nous faut prioriser des éléments et c'est quand même quelque chose qui est un peu plus long que les autres rubriques à développer. Mais l'idée, de toute façon, c'est que l'étudiant pourra construire, avancer vers qui il est, où il va et dans ses recherches, soit à travers la carte mentale, ce qui offre une vision pratique, mentale, heuristique, on va dire, pour avancer ou pour valoriser peut-être son profil. Mais même si elle n'est pas là, il va pouvoir travailler les éléments de manière plus classique dans les rubriques que vous voyez et qui vont s'afficher. Cette fameuse carte mentale qu'on attend, hein, évidemment, mais qui viendra un peu plus tard. Donc, se connaître, une bio, déjà une petite bio que l'étudiant pourra rapidement modifier. Et puis, vous voyez ici des catégories en bas. Donc, différentes catégories qui sont par défaut affichées, les points forts, mes valeurs, mes envies, ça, et mes motivations, c'est des catégories affichées par défaut. Mais l'étudiant pourra en ajouter d'autres, en fonction d'ailleurs des activités que vous allez pousser vers lui dans les établissements, ou lui, s'il a envie, en autonomie, il pourra aussi ajouter. Il n'est pas obligé de vous attendre pour avancer dans son projet de vie. Des centres d'intérêt, par exemple, des témoignages, etc. Donc là, on a un aperçu d'éléments de points forts qui ont été ajoutés. C'est toujours la même logique, quel que soit l'élément projet de vie. C'est un peu toujours la même expérience utilisateur pour que voilà, l'utilisateur ne soit pas perdu de rubrique en rubrique, que ce soit vraiment simple pour lui. Donc des descriptions, des associations d'éléments autour des points forts. Là aussi, l'étudiant pourrait mettre en avant des expériences, des traces pour les illustrer. Quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté, c'est les étoiles que vous voyez là. Dans le projet de vie, l'étudiant peut dire à quel point chaque élément est important pour lui. Il peut se dire, bah, ok, j'ai plein de points forts, j'ai plein d'intérêts, etc. Mais à un moment, se dire, voilà, ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc petit à petit, c'est également ça, ça permet de faciliter aussi un accompagnement, s'il y a une réorientation, s'il y a des choix de parcours et autres par la suite, d'avoir un échange avec un étudiant qui a souligné ce qui était le plus important pour lui, c'est quelque chose voilà, qui peut être assez utile. Donc ça, c'était les points forts. Voilà. Donc l'étudiant gère à tout moment, il peut en ajouter, supprimer. C'est vraiment son espace à lui. Le projet de vie, c'est vraiment son espace, même s'il y a des activités qui sont obligatoires et qu'il pourra faire, mais sur ces rubriques-là, en tout cas, c'est l'étudiant qui choisit. Alors là, ça allait un peu vite, on est dans « Explorer mes futurs ». Donc l'étudiant, ici, et il ne se bride pas. Il va rechercher, par exemple, il va à une journée porte ouverte, il revient, il a trouvé une ou deux formations qui l'intéressent, il commence à créer des fiches autour de plusieurs formations, ou alors de métiers qu'il a repérés, des césures, voilà, tout ce qui, pour l'instant, lui fait envie, sans se mettre de barrière. Donc, il peut ajouter des futurs possibles et puis les réfléchir. Donc, on n'a pas forcément ici le détail de ces éléments-là. Nous avons catégorisé un petit peu voilà, pour aider l'étudiant, différents types, mais il peut en ajouter d'autres, une césure, une réo, un métier, etc. Donc ça, c'est des futurs qui lui feraient envie. Une partie collecte d'infos, une partie, oui, on peut ajouter des rubriques, mais une partie surtout réflexive. À un moment, si l'étudiant il ajoute un futur, un métier, bah voilà, c'est qu'il se positionne. En quoi ce métier, ce futur de type métier me correspond, pourquoi? Donc qu'il y ait quand même un positionnement, et puis un positionnement aussi ce qui lui manque. Voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de ce métier, mais qu'est-ce qui me manque aujourd'hui?
Est-ce qu'il me manque des compétences, de l'expérience et autres? Donc c'est vraiment, je vous le disais, la partie réflexive, on y tient beaucoup dans la démarche portfolio et l'outil qui supporte cette démarche. Donc c'est amener l'étudiant aussi à ne pas être que dans la description, dans l'ajout compulsif d'éléments de futurs possibles. Donc je vais un petit peu vite. En tout cas, il peut gérer à tout moment, revenir, supprimer. Les trajectoires de vie, pour l'instant, la troisième rubrique, elle viendra après. On va sortir la V1 avec se connaître, explorer ses futurs. Et puis la trajectoire, ce sont des fonctionnalités. C'est une fonctionnalité qui viendra progressivement après les deux qu'on a déjà développés. Après, voilà, je vous le disais tout à l'heure, l'étudiant, il a deux manières de travailler dans son portfolio. La première, si on a un étudiant 100% autonome, rien ne l'empêche de construire son projet de vie, de travailler dans ses rubriques et puis de partager pour avoir un avis de manière 100% autonome. Dans la réalité, on a rarement ce genre d'étudiants. C'est pour ça qu'on a tenu à mettre en place des activités, y compris dans la partie projet de vie, pour proposer à l'étudiant une scénarisation, par exemple pédagogique, pour le pousser à réfléchir, par exemple à valoriser un engagement étudiant ou à préparer une césure ou à réfléchir à ses valeurs. Là, tout est possible pour vous. C'est au niveau de l'établissement que vous allez pouvoir créer la plupart des activités. Nous proposerons aussi des activités nationales. Par exemple, un parcours découvrir mon cofolio, ça sera une activité nationale. Mais par la suite, avec la communauté, on pourrait imaginer, pourquoi pas, quelques activités nationales. Mais ensuite, c'est l'établissement qui crée ses propres activités. Donc, un exemple ici, là, c'est la page d'accueil de l'étudiant. On va lui laisser le temps d'arriver dans ses activités. Ici, il voit ses activités disponibles, toutes les activités de l'établissement disponibles, et puis sa bibliothèque d'activités à lui. On n'a pas encore des vrais contenus, désolé pour cette démo. L'étudiant est dans sa bibliothèque. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Sa bibliothèque à lui d'activités, c'était soit des activités obligatoires qui vont vers l'étudiant, soit des activités pour lesquelles il choisit, qui étaient facultatives et pour lesquelles il choisit de s'inscrire, parce qu'elles lui parlent, parce qu'il a envie de les travailler. On va aller voir une activité, à quoi ça ressemble quand on rentre dedans. C'est que, voilà, une activité connaissance de soi. Alors ça, par contre, c'est une vraie activité. Celle-là, elle est proposée par Cap Avenir, Université de Bretagne occidentale. Donc, c'est une activité autour de la connaissance de soi, définir, en fait, c'est plutôt identifier ses valeurs et réfléchir à la manière dont on les met en œuvre, en fait, au sein de différentes actions du quotidien ou dans la vie personnelle et professionnelle. Oh, pardon, là, je suis allé trop loin, excusez-moi. Je reviens, je vous ai perdu, j'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà, c'était l'activité dont je parlais. Donc, on a un extrait de l'activité, la période de réalisation. L'étudiant, si elle lui plaît, il s'inscrit, parce que là, ce n'était pas forcément une activité obligatoire. Une fois qu'il a inscrit, il peut accéder au contenu de l'activité, avec un dépôt de documents ici, l'échelle de Schwartz, qui aide les étudiants à travailler sur les valeurs. Et on voit qu'on est un petit peu comme sur la partie APC tout à l'heure, sur la MS. Ici, on est sur un déroulé de l'activité avec des sous-activités. C'est un choix de l'équipe qui a scénarisé l'activité et ça permet à l'étudiant de voir sa progression. Donc là, il a rempli les 3 premières sous-activités, puis il voit les autres. Il a son petit tableau de bord d'activité. Il peut s'ajouter des actions également sur l'activité, ajouter des traces. Et puis, il y a la partie prise de recul. Je clique toujours au mauvais endroit, je vous prie de m'excuser. Je vais y arriver. Donc, la partie prise de recul.
Hop. Non, je reviens en arrière. Ah, je ne peux pas revenir en arrière. Si, j'y arrive. Donc, je reviens dans l'activité. Je disais, il y a la partie prise de recul. Hop, j'y arrive. Ici, la prise de recul. L'étudiant, si c'est une activité qui est suivie, vous avez, vous en tant qu'enseignant, par exemple, ou personnel de service d'orientation ou de club entreprise ou autre, une activité peut être poussée dans une formation ou par un dispositif en dehors d'une formation. Donc, l'étudiant peut ajouter des traces par rapport à ce qui est demandé dans l'activité, une prise de recul, c'est la partie réflexive que vous pouvez lui demander. Et puis après, à tout moment, il peut enregistrer, exporter, envoyer son activité, même si elle n'est pas encore terminée, à un enseignant pour avoir des commentaires, des feedbacks. Donc, ce que vous voyez là, cette logique d'activité, ça préfigure également la partie, la manière dont les activités AMS, qui finalement sont des activités plus complexes, enfin plus riches que celles, pas riches, mais un peu plus complexes que celles du projet de vie. Mais c'est un petit peu toujours ce même mécanisme où l'étudiant a des consignes, des choses à faire, et il va toujours avoir une partie réflexive. Alors ça, c'était la partie étudiant. Maintenant, oui, il y a encore la partie étudiant sur les traces, mais là, je vais la montrer, je vous la montre vite, la partie sur les traces, que le temps défile. Ça, c'est toujours sa page d'accueil. Voilà, sa bibliothèque de traces, il a des traces non associées. L'étudiant ajoute des traces, elles ne sont pas tout de suite associées. Mais l'idée, c'est de pousser l'étudiant à ne pas avoir une bibliothèque de traces mortes, mais c'est plutôt qu'il renseigne des traces utiles et qu'il les associe à des compétences, à des AMS ou à des activités projet de vie, des expériences, etc. Sinon, c'est qu'elles n'ont pas forcément d'intérêt pour lui. Une trace non associée, c'est peut-être qu'elle n'a pas d'intérêt. Donc, on va l'avertir assez souvent pour essayer de l'inciter à faire le ménage et de ne pas stocker trop de choses qui ne sont pas forcément utilisées. Donc, dans la rubrique traces non associées, voilà, il pourrait y avoir des éléments que l'étudiant a déposés. Et dans les traces associées, ici, dès que c'est associé, on voit à quoi l'étudiant l'a associé. Il a pu associer à la réussite de sa formation ou au projet de vie ou aux deux. Il a pu déclarer qu'il a utilisé l'IA. C'est une production individuelle, vous le voyez là à gauche. Il a pu créer des groupes de traces aussi pour ranger ces éléments. Il peut mettre aussi des tags pour lui, pour par la suite faire des sélections de traces. Voilà. Je clique toujours trop vite, je vous prie de m'excuser. Dans l'association de traces, c'est la dernière chose que je vais montrer. Ça peut être un fichier ou un lien, mais ici, il y a la partie déclaration. Enfin, je n'irai pas tellement plus loin sur cette rubrique. On va déjà lui demander s'il a utilisé l'IA, qu'il commence à décrire son utilisation de l'IA. Pour l'instant, c'est basique ce qu'on demande, mais on pourra aller plus loin sur le côté description de l'utilisation de l'IA. Ce qu'il faut retenir sur les traces, encore une fois, c'est que l'étudiant peut ajouter une trace, l'associer à une activité de mise en situation pour démontrer une compétence, enfin pour participer à la démonstration d'une compétence, et par la suite la faire évoluer jusqu'à ce qu'elle devienne une preuve avec ses commentaires, la réflexivité qu'il mettra autour. Mais une trace, comme je l'ai indiqué avant, peut être aussi une même trace associée à une autre activité projet de vie, un autre élément. Donc volontairement, je ne vais pas plus loin. Il y a beaucoup de choses. Il y a une historisation. On va pouvoir créer un historique des versions de traces, mais on ne va pas aller plus loin aujourd'hui là-dessus. Il y a les kits prêts à l'emploi également qui peuvent être intéressants pour l'étudiant. C'est dans la partie Mes outils, là où il y a les traces. Il y a aussi des kits prêts à l'emploi. Donc ça peut être des kits pour un contenu, on va dire, argumentaire. Pour faire un CV, on va choisir
plutôt un contenu argumentaire. On va récupérer des informations, les mettre dans un fichier qui sera éditable, qui ressemble à un CV, et surtout qui est compatible avec les logiciels ATS des services RH, ou alors le contenu multimédia. Là, on va être plutôt dans l'export de plusieurs fichiers, les traces et les différents éléments. Mais d'où viennent ces éléments, au fait? Eh bien, ils viennent de tous les objets que l'étudiant a ajoutés dans son portfolio, et à chaque fois qu'il a coché « je veux le valoriser dans mon CV », que ce soit des éléments de profil, de formation, d'expérience, de compétences, de connaissance de soi, les points forts par exemple, eh bien, ils alimentent son contenu exportable dans ces kits prêts à l'emploi. Donc là, dans les démos qu'on a, je ne peux pas vous montrer des vrais contenus, mais en tout cas, c'est l'idée. Et l'étudiant choisira d'exporter, soit un contenu argumentaire, soit multimédia, soit les deux. Donc, il va se créer des kits d'export de ces données pour faire des CV, des profils LinkedIn ou des portfolios de présentation. Ça, c'est dans la version 1, ce sera déjà accessible. Peut-être que par la suite, on ira jusqu'à des CV par la suite en fonction de ce que décidera le Copil, futur Copil Cofolio. Mais là, déjà, c'est un service qu'on rend à l'étudiant, de l'aider à accélérer la création de CV et autres. On en a fini avec l'étudiant. Et maintenant, enfin, on vous montre les premières fonctionnalités côté enseignant. Là, on est enfin sur l'enseignant. On n'a pas fini, c'est un début. Donc, je vais vous montrer en tout cas, l'enseignant ici, il peut changer d'univers. Parce que, au passage, un enseignant peut également être apprenant. Un enseignant peut être inscrit lui-même dans une formation de DU qu'il suit, un DU en pédagogie universitaire, par exemple à Lille, ou un DU pour accompagner les étudiants sur l'orientation à l'UHA, par exemple. Bon, je fais de la pub pour ces deux établissements, mais il y en a plein. Donc, un enseignant peut, lui, suivre une formation en tant qu'apprenant, mais du coup, si c'est le cas, il peut basculer d'un univers à l'autre. Là, ici, il peut basculer dans l'univers enseignant, celui qui accompagne, qui évalue. C'est ce qu'il va faire. Donc là, il bascule dans l'univers enseignant. Donc ça va nous demander aussi encore du travail de préparation. Mais l'objectif, c'est ici, quand il arrive, l'enseignant dans son espace, il va voir les dernières activités qu'il a créées, celles auxquelles il contribue, qu'il pousse à ses étudiants. Et vous voyez 4 onglets. L'organisation pédagogique, bibliothèque des activités, c'est ça que je vais vous montrer, le suivi des apprenants, et puis l'enseignant aura accès aussi à d'autres outils pour faire des rapports, par exemple, etc. Donc là, ça va être son interface qu'on vous dévoilera au fil des versions. La bibliothèque d'activités, ici, l'enseignant voit toutes les activités de son établissement. Il va pouvoir faire des recherches, celles dans lesquelles il contribue, celles qu'il a créées. Et puis, il peut, si c'est des activités pour lesquelles il est auteur, il pourra aussi donner des droits de modification à d'autres enseignants avec qui il veut collaborer sur l'activité. Au passage, ce n'est pas que des enseignants. Pour l'instant, on a appelé ça enseignant, mais ce sera enseignants et autres personnels, puisque, je l'ai déjà dit tout à l'heure, des personnels de SUIP, de tas d'autres services pourront aussi travailler des activités pour les étudiants. Donc là, l'idée, c'est de créer des équipes autour d'activités. Donc, on va dire le responsable de l'activité peut donner des droits à d'autres personnels. On va voir la création d'une activité. Ça allait un peu vite. Là, on est dans un enseignant qui est en train de créer l'activité que vous avez vue tout à l'heure, côté étudiant, connaissance de soi. Donc, comment ça se passe? Il donne un titre, il la place dans une thématique, me connaître par exemple, et puis il remplit, c'est assez simple. Il remplit les consignes qu'il veut donner à l'étudiant. Donc au début, on demande certaines choses. Période de réalisation, ça c'est plutôt pour l'étudiant quand c'est pas forcément obligatoire. Associer des documents, associer des étapes, s'il veut séquencer l'activité. Là par contre,
l'enseignant, c'est pas obligé, hein, mais il peut donner une date de début et de fin. Dans ce cas-là, l'étudiant sera obligé de la faire s'il s'inscrit dedans, la commencer à telle date et la finir en tout cas à telle date. Mais s'il ne renseigne pas ça, l'étudiant pourra la faire un petit peu quand il veut, quoi. Après, il y a aussi d'autres éléments. Le dépôt de traces. Est-ce qu'on autorise le dépôt de traces à l'étudiant? On peut le limiter parce que j'ai déjà vu des portfolios avec 15 traces parfois, donc c'est pas forcément souhaitable et ça peut être très long pour des personnels qui suivent l'activité. Est-ce qu'on autorise une prise de recul ou pas? J'espère que tout le monde va cocher oui, mais bon, ce sera assez libre. Est-ce qu'on autorise la demande de feedback et si oui, combien de feedback si on veut mettre un maximum? J'ai connu des enseignants aussi, voilà, qui ne souhaitaient pas avoir plus de 1 ou 2 feedbacks. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. C'est des activités qui sont assez simples, mais ça va évoluer dans le temps. Pour les AMS, évidemment, vous aurez beaucoup d'options autour de l'évaluation, même pour le projet de vie. On mettra par la suite en place également des évaluations sur l'activité projet de vie. Donc ça amènera beaucoup de paramétrages, des grilles par exemple d'évaluation et beaucoup d'autres paramétrages sur les objets qu'on évaluera à travers ces activités. Pour l'instant, ça, c'est ce que vous aurez dans la V1. C'est quelque chose qui est assez simple et qui permet déjà d'accompagner l'étudiant, en tout cas de le faire travailler sur des activités projet de vie, réussite étudiante. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez la publier ou la laisser en mode brouillon, enregistrée pour plus tard. Voilà, donc à tout moment, de toute façon, vous pourrez revenir dessus sur les activités que vous faites. C'est ce qu'on voit, et puis jusqu'à publier et la partager. Voilà, j'en ai fini avec, on va dire, les parties prototypes. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est les démonstrations. Adrien, si tu es toujours là, c'est maintenant où est-ce qu'on en est dans les développements réels. Tout ce qu'on vous a montré, c'est le travail de spécification. On teste sur des utilisateurs, des enseignants, des étudiants, et surtout qui nous sert ensuite, avec tous les autres éléments qui sont autour, à communiquer avec les développeurs pour, en lien avec les user stories, aller jusqu'au développement. Et puis, voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, mais Adrien maintenant va vous montrer où est-ce qu'on en est réellement. Il va vous montrer la plateforme de développement. Donc là, on n'est pas sur du prototype, on est sur du vrai développement. Donc Adrien, est-ce que tu veux partager? Oui. Vous voyez ce que je partage? Oui. Super, merci. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de présenter cette partie des développements réels. Il y a certains éléments que vous aurez sans doute vus durant le précédent épisode de Cofolio, donc on va rapidement passer dessus. Il y a des nouveaux et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on est sur le portfolio d'un apprenant avec l'accueil où on retrouve le profil de l'apprenant. Donc s'il veut modifier son profil, il clique ici. On retrouve le nom, prénom, l'adresse mail personnelle qui est personnalisable et puis une petite biographie. Et puis il pourra aussi rajouter par exemple une photo de couverture ou une photo de profil. Il arrive aussi à voir directement quelles sont les compétences visées par sa formation, donc sa formation actuelle qui est en cours. Donc là, on peut voir que c'est un master chimie des matériaux. Ne prêtez pas trop attention au nom des compétences parce qu'ils vont pas trop avec le master chimie des matériaux, mais c'était des données de test. Donc voilà, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne, mais c'est pas forcément très cohérent. On peut voir qu'il a 6 compétences. Donc la première, c'est analyser les révolutions politiques. Et on peut voir qu'il a 0 trace et 0 mise en situation qui ont été associées à cette compétence-là. Et on peut voir que le niveau 1 est à évaluer et que sur cette compétence-là, le niveau 3 est à évaluer. Il peut voir aussi d'un coup d'œil les dernières traces qu'il aurait rajoutées. Donc ça permet à l'étudiant, s'il a rajouté une trace entre deux cours, de facilement la retrouver et la modifier au besoin. Et puis, s'il peut voir toutes ces traces, il clique ici, en bas, et il arrive en fait dans Mes outils, mes traces, dans sa bibliothèque de traces. Dans sa bibliothèque de traces, il y a 2 colonnes. La première concerne les traces qui n'ont pas été associées. Comme l'a dit Eric, c'est un peu les traces qui sont en attente peut-être de précision ou d'éléments complémentaires.
Et puis, il y a aussi les traces qui auraient été associées soit à une compétence, à une EMS, et ainsi de suite. Imaginons un étudiant qui a une centaine de traces. On peut tout imaginer, mais en tout cas, il peut, grâce à une recherche, facilement la retrouver, soit par un nom, par exemple, un mot-clé comme résumé, il clique ici, il va la retrouver, une date de début, une date de fin, un type de document, par exemple un fichier PDF, et ainsi de suite. S'il veut ajouter une nouvelle trace, il clique tout simplement ici, il va déposer un fichier, mettre un nom de la trace, ajouter une note personnelle, par exemple à travailler, et effectuer des déclarations. Quand on l'a vu avec Eric, il peut dire voilà, c'est une production authentique, c'est une production de groupe, ou alors j'ai été aidé par l'IA pour réaliser ma trace. Dans Réussir ma formation et mes compétences, on retrouve l'ensemble des compétences visées par la formation actuelle de l'étudiant. Donc là, je passe assez vite parce que c'est un peu la même chose que je viens de montrer, mais on peut retrouver le master, donc la formation en cours, les traces, donc là, il y en a différentes, il y en a une 6. On retrouve le niveau avec le nom du niveau. Donc le niveau 3 de cette compétence, c'est développer des applications Java simples, et on peut voir qu'elle elle est en cours d'acquisition. Là, c'est niveau 3 sur 3. La partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est dans construire mon projet de vie. On retrouve toutes mes compétences. Donc là, on a vu les compétences qui étaient visées par la formation en cours, mais dans toutes mes compétences, on peut retrouver les compétences de formation qui sont terminées. Bien sûr, celle en cours, mais celle terminée. Donc il a fait un master chimie, mais il a peut-être des compétences précédemment acquises sur une licence chimie, et ainsi de suite. Eric a parlé, il y a des compétences des formations, mais il y a aussi des autres compétences issues de référentiels comme le ROM 4.0. Il y a d'autres référentiels. Par exemple, je mets ajouter une compétence, je mets apprendre, et on va retrouver les compétences du 21e siècle de l'UNICEF. On choisit la compétence et on choisit son niveau et on l'ajoute. Donc là, il y a un petit pop-up qui arrive où ça indique que la compétence a bien été rajoutée. On peut rajouter des compétences, mais dans le parcours, on peut aussi rajouter des formations. Donc avec des formations déclarées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été identifiées dans les systèmes informatiques comme vraiment une compétence de la formation, une compétence vérifiée. Donc là, on a choisi le terme déclaré. Donc imaginons qu'il avait effectué un master parcours ingénierie des systèmes à Toulon, eh bien, il peut lui-même ajouter cette compétence-là. Par exemple, un établissement qui n'aurait pas Cofolio et donc qui veut valoriser quand même cette formation-là, il a quand même le moyen de le rajouter. Donc il clique sur ajouter une formation. Il saisit l'intitulé de la formation, le descriptif de celle-ci, où l'a effectué, est-ce que c'est en cours ou c'est une date antérieure, voilà, c'est une date précédente, le résultat obtenu, provenance de l'information pour s'assurer que c'est quand même une source fiable, et puis un lien peut-être directement vers le site de la formation. Ça, ces deux parties-là, on le verra dans un prochain épisode. Un peu de teasing quand même, parce que c'est toujours intéressant. Dans mes expériences déclarées, il a pu déclarer donc des formations. Il peut aussi déclarer des expériences. Donc là, on peut voir qu'il a été bénévole sur un congrès scientifique. C'est une expérience personnelle. On peut voir une autre expérience personnelle ici. Mais il peut aussi ajouter des expériences professionnelles. C'est-à-dire que là, j'étais serveur dans tel restaurant, secteur d'activité, eh bien restauration, dans, je sais pas, à Lyon. C'est en cours. Donc, je mets provenance de l'information et je décris mon expérience. Donc, je suis serveur dans tel restaurant, j'effectue les services de telle heure à telle heure et voilà, j'indique différentes informations. Et je peux aussi indiquer ma prise de recul, c'est-à-dire quelles sont les compétences peut-être que j'aurais développées durant cette expérience. Pourquoi je le fais? Eh bien, c'est peut-être pour payer mes loyers. Donc voilà, l'apprenant peut indiquer un recul réflexif sur cette expérience. Et puis, un lien. Donc, il peut mettre le lien vers le restaurant, et puis ça pourra donner des idées si quelqu'un veut aller dans ce restaurant-là. Donc, ça peut être intéressant. Dans Bâtir mon projet, on retrouve un début de carte mentale. Eric vous a montré une carte mentale qui était voilà, un peu plus détaillée. Là, on a quand même cherché à faire une carte mentale pour voir comment ça pouvait se passer. Et puis, l'étudiant va pouvoir indiquer des recherches avec des fiches. Voilà, c'est une fiche recherche. Je veux étudier à l'étranger, eh bien, il va indiquer les informations, comment étudier à l'étranger. Et puis, où je vais, ça va être des trajectoires. C'est-à-dire que je veux étudier à l'étranger, eh bien, je vais jalonner, je vais inscrire des étapes dans cette trajectoire études à l'étranger pour pouvoir voir où je dois aller pour pouvoir étudier effectivement à l'étranger. Et dans qui je suis,
on va retrouver les points forts, les valeurs, les envies, donc des catégories qui sont disponibles dans Me connaître. On va aller tout de suite dans Me connaître, où on va essayer de voir en fait, l'étudiant se découvrir, donc mieux se connaître. On retrouve le profil, donc c'est un lien direct. On a vu le profil dans l'accueil, mais on remet un lien ici au cas où il veut modifier sa bio, par exemple. On retrouve aussi différentes catégories, comme la catégorie Mes points forts, où l'étudiant va valoriser en fait ses qualités, ses réussites, ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour lui, ses envies, qu'est-ce qu'il a envie de découvrir en ce moment, qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre. Et puis aussi les axes d'amélioration, donc quels sont en fait mes points d'amélioration, qu'est-ce que je dois progresser pour atteindre peut-être mon objectif. Et ce ne sont pas les seules catégories, il peut aussi ajouter d'autres catégories, comme des motivations professionnelles, des centres d'intérêt, des inspirations, des obligations, et ainsi de suite. Et enfin, ça peut faire beaucoup de choses pour un étudiant, comme l'a dit Aya, qui est peut-être pas autonome ou peut-être un étudiant en première année. Quand on débute, ça fait beaucoup d'informations. Et bien, grâce aux activités, on va pouvoir guider les apprenants dans la complétion en fait, de cette partie projet de vie, avec des activités qui arrivent, qui sont créées par soit des SUIO, des conseillers SUIO ou des enseignants de PPP, pour ne citer que, avec les nouveautés qui sont mises en avant, pour voir toutes les nouvelles activités qui ont été créées. Et puis si on veut retrouver l'ensemble des activités, donc là il y en a 28, on les retrouve ici, avec des thèmes pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Imaginons qu'il y avait 200 activités, l'étudiant, voilà, comment chercher une activité sur le thème CV. Eh bien, je clique tout simplement sur CV et je retrouve les 4 activités qui concernent les CV, comme rédiger une lettre de motivation. On peut voir qu'il est déjà inscrit sur cette activité-là, que ça concerne bien sûr le CV, et que c'était une nouvelle activité. Et puis il y a aussi une temporalité qui est indiquée, donc à faire avant une rédaction de lettre de motivation. Par exemple, il pouvait aussi s'inscrire sur structurer son CV et ainsi de suite. Donc là, on peut voir qu'il s'est inscrit sur 2 activités. Et pour retrouver l'ensemble des activités sur lesquelles il s'inscrit, il peut aller dans ma bibliothèque d'activités. Donc là, c'est vraiment seulement les activités sur lesquelles il s'est déjà inscrit. Et il peut les retrouver ici, donc toujours avec la temporalité à réaliser avant une candidature ou un entretien, et puis un léger descriptif. Voilà pour cette partie-là. Voilà, je fais un peu de teasing, mais la prochaine fois, on pourra bien sûr voir, rentrer dans les activités, voir un descriptif de celle-ci et ainsi de suite. Donc, comme ça vous donne à chaque fois envie de revenir au prochain épisode. Et la dernière information que je peux donner, qu'on avait déjà précédemment communiqué, c'est qu'il y a le multilingue qui est disponible avec le français et l'anglais. Et puis on pourra bien sûr imaginer d'autres langues par la suite d'ajouter. Voilà pour cette partie-là. Bon, alors c'est vrai qu'on a été un peu long, hein. Je vous prie de nous excuser, il reste quelques slides quand même qui peuvent être intéressants pour vous. Commencer à discuter de comment on peut devenir utilisateur et ou partenaire de la solution Cofolio. Donc Adrien, je vais te laisser la main. Super, merci. Donc, Cofolio a vocation à être ouvert à l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur qui souhaitent bien sûr s'inscrire dans cette démarche. Donc, pour la majorité d'entre eux, on peut voir que l'accès est envisagé à partir de la version complète qui est prévue pour la rentrée 2028. Et en amont, il y aura des phases pilotes qui permettront à certains établissements partenaires, donc on vous donnera des éléments juste dans la diapo suivante pour devenir partenaire, d'expérimenter la solution, notamment dès 2027, avec l'intégration progressive de l'approche par compétences en complément du projet de vie. Concrètement, l'accès passera par une adhésion à la communauté ESUP et à l'offre Cofolio intégrée au catalogue ESUP Portal. Cette adhésion s'inscrit dans une logique de financement à coût réel, donc il n'y a pas de finalité lucrative. Les modalités, notamment le montant de l'adhésion, sont actuellement en cours de consolidation. Elles feront l'objet d'une première communication d'ici la fin de l'année 2026. On aimerait bien, on aurait bien aimé vous donner plus d'informations dès à présent, mais c'est vrai que ces éléments nécessitent d'être encore précisés, notamment à la suite de la récente contractualisation de l'hébergement de la plateforme. Donc on a besoin encore de travailler dessus. Et enfin, en tant qu'établissement utilisateur, Eric l'a déjà dit, mais vous aurez aussi la possibilité de participer au Copil ESUP Cofolio afin de contribuer à l'évolution de la solution et de faire remonter vos besoins. Voilà pour cette partie-là. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît, Eric. Ça, tu la vois?
Ah, super, merci. Bon. Donc pour, donc pour devenir partenaire, donc il y a les usagers et il y a les partenaires. C'est au-delà des usages, en fait, les établissements peuvent également choisir de s'impliquer plus directement dans le projet en devenant partenaire. Le besoin aujourd'hui est en fait d'internaliser et de renforcer les compétences de développement, mais aussi, selon les cas, de travailler sur les spécifications fonctionnelles et les sujets UX/UI. Donc pour illustrer concrètement le fonctionnement, on a fait un petit exemple pour l'accueil d'un développeur. Donc tout d'abord, l'établissement manifeste bien sûr son intérêt pour devenir partenaire de projet. Donc on vous attend là sur ce côté-là. Puis après, il y a une convention de mise à disposition avec ESUP, ainsi qu'un contrat projet qui sont ensuite établis en fait pour garantir un cadre sécurisé. L'établissement peut alors accueillir un développeur. Le financement est pris en charge par le projet, incluant le salaire chargé ainsi qu'une part de frais RH. Ainsi, ce fonctionnement permet à la fois de faire avancer le projet et de faire monter en compétence les équipes locales, en fait, dans une logique gagnant-gagnant. Ce modèle n'est pas nouveau, il est déjà opérationnel dans plusieurs établissements, notamment à l'Université de Toulon ou l'INP Toulouse. Donc, ce modèle permet d'abord de contribuer concrètement au développement de Cofolio, tout en faisant monter en compétence les équipes locales. Je le répète parce que c'est assez important et c'est un beau projet, sans impact sur la masse salariale permanente de l'établissement. Il offre également un accès anticipé aux évolutions de la solution, ainsi qu'une capacité d'influence sur la feuille de route de Cofolio. Enfin, il va permettre aussi de valoriser l'engagement de l'établissement à l'échelle nationale et internationale, notamment via la fondation Apereo ou des dynamiques d'université européenne. Donc n'hésitez pas à échanger sur le sujet avec nous. Vous avez en bas à droite les informations pour pouvoir nous contacter. Ouais. Puis Et enfin, voilà, là c'est une cartographie pour en fait mettre des visages sur les développeurs de la solution. Donc c'est la cartographie de l'équipe nationale composée de profils techniques répartis sur l'ensemble du territoire. Donc le projet est aujourd'hui en phase de montée en puissance avec une équipe qui s'est renforcée récemment avec l'arrivée d'une nouvelle développeuse Zora. Et puis d'autres recrutements sont en cours, notamment à l'UBO et à l'USMB, donc identifiés en jaune sur la carte. Et puis il y a d'autres recrutements également envisagés par exemple à Rouen en gris sur la carte. Donc, l'ensemble de cette équipe est piloté par Julien Gribanval, qui est basé à Orléans. Et puis, nous sommes très contents de cette équipe, hein. Je vais faire un rapide tour, mais il y a Karim qui est à Lille, Mohamed et Bilal qui sont à Paris et ses alentours, Arnaud à Toulon, Zora à Amu, Pascal à l'INP Toulouse et Nathan qui est à La Rochelle. Donc, on est vraiment très contents de cette équipe et puis on espère qu'elle va être renforcée donc, avec des nouveaux partenariats. merci Adrien. Voilà, pour terminer maintenant, avant de passer aux questions, on va quand même vous parler de communication rapidement avec Odile, qui va vous parler des premiers outils de communication qu'on lance, qu'on vous communique aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc oui, je suis Odile Bettencourt, chargée de communication du volet ESR du programme Avenir. Donc concernant les premiers outils de communication pour suivre l'actualité de Cofolio. C'est officiel, le site web sur Cofolio vient d'être lancé. Donc d'ailleurs, nous allons déposer sur ce site d'ici début avril les vidéos qu'Eric a présentées dans le webinaire de ce jour. Et je laisse donc maintenant Eric développer les grandes rubriques de ce nouveau site. Oui, alors vu qu'on n'a pas beaucoup le temps, il y aura la vidéo d'Aurélie aussi, hein, puisque comme elle est floue, là, elle sera nette sur ce site. Mais on pourra vous montrer, surtout dans la rubrique usage et fonctionnalités, que je ne vais pas montrer, je vous laisserai la découvrir. Dans usage et fonctionnalités, il y a tout. Il y aura toutes les vidéos, des captures d'écran, des descriptions des fonctionnalités, puis qui évoluent au fil des avancées. La rubrique déploiement peut vous intéresser, c'est là que vous allez retrouver les déploiements des versions avec ce qu'il y aura dans chaque version. Donc ça va s'enrichir, se préciser, il y a déjà des éléments. Le devenir utilisateur ou partenaire, ce que vous a présenté Adrien, et puis pour nous suivre, nous contacter. Donc vraiment les deux grosses rubriques, je pense, sur lesquelles vous irez le plus souvent, c'est usage, fonctionnalité et déploiement. Puis sur la droite, on mettra en avant nos webinaires et nos actualités, ce qui est classique sur un site web. Parmi les autres outils à venir prochainement, nous tenons fortement à créer la page LinkedIn dédiée à Cofolio, même si nous continuons à alimenter bien entendu la page LinkedIn plus générale du volet ESR à venir. Autre outil de communication important que nous souhaitons mettre en place, la newsletter Cofolio.
Donc, ces solutions de communication permettront de rester informés des évolutions de développement, des témoignages d'usage et des retours d'expérience. Ainsi, ces deux outils viennent épauler le site web sur Cofolio au niveau des actualités et des événements marquants et apparaître. Au sujet maintenant des rendez-vous à ne pas manquer, l'événement fort à l'automne 2026 sera la présentation de la première version pilote autour du projet de vie et de sa mise en production. Et enfin, programmé pour le premier trimestre 2027, l'épisode 4 de cette saison sera consacré au premier retour d'usage de la V1, projet de vie, et à la progression vers la deuxième version pilote dédiée à l'approche par compétences. Donc, j'ai maintenant le plaisir de laisser la parole à Méric pour la suite. On a terminé, je vous prie de nous excuser, c'est vrai qu'au niveau timing, on a été long, mais on tenait à vous montrer un petit peu quand même plus précisément vers où on va en termes de fonctionnalités, de déploiement, et puis on a commencé à vous parler d'éléments de partenariat, parce que ça commence à se concrétiser. Donc, je vous prie de nous excuser. Et maintenant, si vous avez des questions, parce que je n'ai pas pu suivre le chat, donc vous êtes encore 56, vous avez tenu jusque-là. Eh bien, n'hésitez pas. Je vais essayer de remonter le chat, ou Julien, ou si quelqu'un a regardé les questions. N'hésitez pas à les reposer. Oui. Bon, alors les premières choses, c'est qu'il faudra qu'on revienne vers vous avec une vidéo pour la présentation de la modélisation du but GE2I, donc Cofolio. Ça, on partagera une ressource spécifique à ça. Alors, dans les questions, il n'y a pas besoin de remonter très loin après. Il y avait une question sur les AMS. Pourront-elles être associées de manière fine aux apprentissages critiques si par exemple une AMS ne couvre pas les AC, tous les AC d'une même compétence? Alors, j'avais commencé à répondre. J'avais commencé à répondre. En fait, il va y avoir ce que vous ne voyez pas là, parce que je vous ai montré que la partie staff, c'est-à-dire enseignants et autres personnels pour les activités projet de vie, mais il y a toute la partie paramétrage des AMS qui va venir avec la version 2, où là, il va y avoir beaucoup plus de finesse, justement, pour que vous puissiez décider de ce sur quoi vous voulez faire pointer l'attention des étudiants, sur les compétences, sur les apprentissages. Effectivement, une AMS ne vise pas forcément à atteindre tous les apprentissages d'un niveau de compétence. C'est bien évidemment pas obligatoire. Certaines AMS pourront le faire, mais donc c'est pas obligatoire. Donc il y aura côté AMS ces paramétrages-là qui préciseront ce que l'étudiant peut travailler et surtout ce que vous évaluerez. Il y aura aussi des tableaux croisés que j'ai montrés. Donc il y aura des tableaux croisés aussi, par exemple avec les apprentissages critiques ou principaux, peu importe comment chacun les appelle. Donc c'est difficile de vous expliquer ça aujourd'hui, mais ça va venir au fil du temps. En tout cas chez nous, c'est bien des sujets qui nous animent. On en parle beaucoup dans les ateliers spécification. Il y avait une autre question qui était intéressante à mon sens. C'est si on prévoyait de faire des tutoriels vidéo, de vidéos courtes, à destination des étudiants pour valoriser, par des exemples précis vécus, des utilisations simples et ponctuelles du Cofolio, mais pas que à mon avis, au sens large avec l'APC et des choses comme ça en fait. Alors oui, c'est sûr que un outil comme celui-là, il faut qu'il vienne effectivement avec des exemples, des modes d'emploi. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de limiter quand même la première version. Parce que la première version va nous permettre d'avoir des vrais utilisateurs sous la main, d'expérimenter et puis de construire avec les enseignants, les personnels, les étudiants, et bien, on va dire, de ces fameux tutos dont vous parlez. Donc c'est clair que après, à quel endroit on les mettra? Est-ce qu'on les mettra dans Cofolio ou sur un site? Bon, on n'a pas décidé de l'endroit où on place les tutos, mais il y en aura. Ça, c'est obligé. Alors, à mon sens, il n'y aura pas que des tutoriels, il faudra aussi des retours d'expérience. Oui.
des retours d'expérience, des témoignages vidéo. Donc, on a des chaînes, de toute façon. On a des chaînes ESUP, Pod, Avenir. Voilà, c'est des chaînes vidéo. Donc, on pourra avoir des playlists de retours, de tutos, etc. Donc, ça, on a les choses. Après, on a un site web Cofolio, pareil, qui va pouvoir être utilisé. Peut-être qu'on pourra avoir une rubrique un peu plus pour les étudiants, par exemple, pour les enseignants aussi, de leur côté. Pour leur permettre de prendre en main. Donc voilà, on a des outils à notre disposition. Maintenant, il nous faut expérimenter pour pouvoir, on va dire, produire ces fameuses vidéos de retour et d'accompagnement, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait fait le tour, sauf erreur. On n'a pas parlé de tout, quand même. On n'a pas parlé de l'établissement, c'est-à-dire le côté pilotage, côté établissement. C'est vrai, Julien, ce qu'on a oublié de dire, c'est côté établissement, au-delà des personnels, enseignants, etc., qui ont leur propre tableau de bord, il y a aussi l'idée d'avoir des statistiques d'usage qui sont importantes pour que l'établissement puisse piloter ces outils numériques. À un moment, si un établissement fait le choix de Cofolio, il faut aussi qu'il puisse suivre comment il est utilisé, de manière anonymisée, bien entendu. Mais voilà, combien d'étudiants travaillent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Effectivement, tu fais bien d'en parler. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la roadmap, mais c'est quelque chose qui sera travaillé avec Fun, justement. Parce qu'eux, ils ont l'expérience et tous les outils derrière, et on pourra bénéficier d'une mutualisation du service sur ce sujet-là. Même si on n'a pas parlé, ça, c'est un gros sujet pour nous. Et même, d'ailleurs, les données anonymisées pourraient également servir à la recherche. Je le rappelle, Fun a quand même une expérience sur ce sujet et aussi complémentaire avec les Learning Analytics. Voilà. Oui, je comprends, Aymeric, oui, que ce soit une condition d'entrée. Je pense que c'est obligatoire, même pour les établissements du consortium, hein. Enfin, voilà. À un moment, un outil numérique, ça se pilote. Il faut vraiment qu'on suive son utilisation, son usage. Voilà. Si un outil pas utilisé, par exemple au bout d'1 an ou de 2 ans, c'est que effectivement il y a un problème, soit d'accompagnement, soit d'utilité. Donc c'est une condition incontournable. Bon, eh bien, écoutez, n'hésitez pas s'il y a encore des questions. Si on n'a pas, on va pas forcément voilà, vous retenir. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Et puis on se revoit en webinaire Cofolio vraiment quand la version sera sortie pour de vrai, c'est-à-dire à l'automne. Merci à vous tous. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous.